Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce lundi matin. Et puis merci à ceux qui réécouteront cette conférence téléphonique pendant la semaine via notre chaîne YouTube. Encore une semaine, je dirais, assez volatile et assez intense avec les tensions autour de l'IA et le nouveau jeu de massacre qui consiste à trouver qui sera la nouvelle victime, le nouveau secteur qui sera victime de la disruption venue de l'IA après les éditeurs de logiciels, les ESN, tout autre service toute autre société de services, les centres d'appel par exemple. On a eu des fortes baisses dans la gestion de fortune, dans les jeux vidéo et même dans des sociétés de transport et de logistique. Voilà, donc c'est vraiment ce qui tire l'actualité principale sur le marché et qui fait donc des victimes. On a vu dans le secteur de la tech, hein, aux États-Unis, un Cisco qui perdait 12% après ses résultats trimestriels. Apple a également perdu 5% en une séance, une volatilité accrue. Au final, les indices américains ont reculé de près de 2%, en tout cas 2% pour le Nasdaq sur la semaine passée, moins 1,6 en moyenne pour les trois principaux indices. Il faut dire que les données statistiques finalement étaient plutôt conformes de manière générale aux attentes et que ça n'a pas créé, en particulier vendredi, de rebonds significatifs. Alors en début de semaine, il y a eu des bons chiffres de l'emploi qui avaient un peu finalement inquiété sur les perspectives de baisse des taux. Vendredi après-midi, les chiffres de l'inflation étaient plus rassurants. Indice des prêts à la consommation est en hausse de 2,4% sur un an, alors que le consensus était à 2,5%. De quoi soutenir le scénario d'une baisse des taux, mais pas une baisse suffisante de cette inflation pour envisager une baisse des taux très rapide. Donc, comme je le disais, on a des replis de l'ordre de 2% pour les indices américains et en particulier le Russell 2000 qui était très très bien orienté depuis le début de l'année, a également reculé. En Europe, la semaine a été plus calme. Il faut dire qu'il y a moins de valeurs tech, donc il y a moins de conséquences de conséquences de l'IA sur ces valeurs. Et il faut aussi noter que les résultats d'entreprise et les perspectives qui ont été présentées pour 2026 sont assez rassurantes et assez satisfaisantes en Europe et en particulier en France, ce qui a permis de soutenir les indices qui ont fini à peu près étal sur la semaine, avec une Europe du Nord qui s'est plutôt mieux comportée et l'Europe du Sud qui a été plus à la peine cette semaine. On le verra un peu plus tard. Donc en France, comme je le disais, les résultats ont été assez satisfaisants et ça a même été le cas de Capgemini qui a publié vendredi. Et du côté des small et mid, on a à peu près terminé la session des chiffres d'affaires trimestriels du dernier trimestre de l'année. Alors, la semaine passée, on a eu des performances un peu plus hétérogènes, mais on est toujours de manière générale sur un retour de la croissance au T4 et une croissance qu'on a estimée autour de 3% sur un peu plus de 50 sociétés du Stock Guide qui ont publié. Si je passe maintenant aux performances par indice, le CAC 40 a gagné 0,5% sur la semaine. Il termine légèrement au-dessus des 8300 points, près de 70% de valeur en hausse, donc une semaine positive pour l'indice phare de la Bourse de Paris, avec quelques contributeurs significatifs et en tête Safran, qui était le principal contributeur. Le titre a gagné 8%, près de 0,5 points de contribution pour le groupe aéronautique et défense qui a présenté un résultat 2025 en forte progression, plus 26%. Et il a surtout annoncé des perspectives attractive, puisqu'on est entre 17 et 19% pour la progression du résultat opérationnel courant en 2026. Et on a un relèvement à l'horizon de 2028, puisque désormais, le groupe attend entre 7 et 7,5 milliards d'euros contre 6 à 6,5 précédemment. Cette publication a attiré tout le secteur de l'aéronautique et défense en fin de semaine, comme on le verra. Derrière Safran, les autres, il y a d'autres secteurs qui sont bien comportés. En particulier dans le hardware, hein, on a ST Micro qui gagne 14%.
Le fabricant de semi-conducteurs a annoncé lundi un contrat assez significatif avec AWS qui marque aussi son entrée, enfin, ou l'accélération de ses prises de part de marché dans l'IA. Donc un mouvement intéressant qui a été salué par la plupart des brokers qui ont relevé leur objectif sur ST Micro. Dans le secteur du luxe et de la beauté, là on a eu des performances plus hétérogènes. Du côté positif, Kering qui gagne 10%. On est toujours dans le groupe continue de surfer sur l'effet de Méo, donc, depuis son arrivée, permet au titre de retrouver de la vigueur. Pourtant, les résultats 2025 n'ont pas été bons, mais c'était attendu. Et c'est plutôt le plan qui est acheté par les investisseurs. Toujours dans le secteur, Hermès, lui, continue de confirmer la solidité de son modèle. On a un T4 en croissance organique encore de 10%, enfin, croissance à taux de change constant de 10% contre 8% attendu par le consensus, et ça a permis au titre de gagner 4,5% sur la semaine. À l'inverse, la publication de L'Oréal a été beaucoup moins bien accueillie. Le titre perd 5,5%. Et là, pour le coup, le T4 à plus 6% en organique était un peu inférieur au consensus. Ça s'est traduit dans le cours et toujours dans le secteur, LVMH, lui, continue de peser sur la performance de l'indice en cédant 4,1%. Le secteur bancaire a également globalement souffert en fin de semaine comme on le voit dans les principales baisses, on retrouve BNP qui perd 4%, AXA 5,5% et Société Générale 8,1%. Enfin, évidemment, le secteur qui connaît une forte correction, c'est le secteur tech. Et là, eh bien, il y a eu une grosse contre-performance pour Dassault Systèmes qui chute de moins 20%, l'une des pires séances de l'histoire pour Dassault Systèmes, l'un des valeurs qui était chouchou des investisseurs, qui eh bien, connaît une panne de croissance. On est à plus 1% au T4. On a une guidance de plus 3, plus 5% pour 2026. Alors évidemment, il y a la crainte de l'IA, mais bon, de manière je dirais plus claire et plus basique, ces perspectives de croissance, quand on les met en face d'une valorisation avec un PE de 50, évidemment, la correction est très marquée. Euh, et voilà, ça se traduit par la baisse de 20% pour Dassault Systèmes qui, d'ailleurs, pour l'anecdote, est désormais en termes de capitalisation boursière inférieure à Dassault Aviation. Toujours dans le secteur de la tech, Capgemini, moins 9%. Euh, Publicis dans la com également perd 7,7%. Les deux sont toujours victimes des craintes de disruption par l'IA. Et sur Capgemini, de manière un peu, enfin, je dirais, cette idée de disruption, pour l'instant, elle n'est pas tout à fait confirmée dans les chiffres, puisque finalement, c'est également l'IA qui tire la croissance chez Capgemini. Capgemini qui jeudi soir a publié ses résultats annuels qui ont montré alors, des résultats un peu décevants en termes de performance opérationnelle, de marge opérationnelle. Néanmoins, on a une accélération de la croissance qui se confirme, puisqu'au T4, on est à plus 4% en organique, après plus 2 au T3, et alors que le S1 était en baisse de moins 1%. Et pour 2026, le groupe tape sur une fourchette entre 1,5 et 4% en organique, ce qui voudrait dire plus 6,5 à plus 8,5 en publié. Donc, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que l'IA apporte des projets et du business pour Capgemini. Passons maintenant au Next 20. Le Next 20 qui progresse de 0,7% sur la semaine. Parité entre les valeurs en hausse et en baisse. Il y a une valeur qui a pesé, c'est Rexel. Rexel qui est la deuxième pondération de l'indice et qui a subi des prises de bénéfices. Le titre perd 3,5% au cours de la semaine. Il reste néanmoins en hausse de 8% depuis le début de l'année. Le T4 a été tout de même assez solide, hein, puisqu'on a une croissance de 3,8% en organique contre 3,5% attendu par le consensus. Mais je dirais que le titre est en hausse de 35% sur les 6 derniers mois. Donc évidemment, il faut voir quelles sont les perspectives et on cherche des nouveaux catalyseurs pour que la hausse se poursuive. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même des risques sur les prix des câbles en cuivre suite à la forte hausse du cuivre ces dernières semaines et ces derniers mois.
Ce qu'on pouvait remarquer, c'est que les objectifs présentés par le groupe pour 2026 prennent une hypothèse d'un cuivre à 11 000 dollars la tonne contre 13 000 actuellement, ce qui pourrait induire un risque de révision des perspectives 2026 au cours de l'année si le cuivre ne retrouve pas des prix inférieurs. Autre valeur qui a pesé sur la performance de l'indice, c'est Gecina, la foncière qui a cédé 5,7% au cours de la semaine. Il faut dire que les perspectives de BNPA pour 2026, qui sont attendues en hausse de 0,2 à 1%, ne sont pas particulièrement attractives. Du côté des hausses, Arkema toujours qui domine encore le classement pour la deuxième ou troisième semaine, je ne sais plus, consécutive. Le mouvement reste très favorable pour les chimistes européens après les annonces, ou en tout cas les articles sur des révisions des contraintes au niveau de l'Union européenne. Et donc la semaine passée, il y a eu une note de Goldman Sachs sur le secteur qui a boosté Arkema en particulier, puisque Goldman Sachs a relevé son objectif de cours de 51 à 71 euros sur le titre. Derrière Dassault Aviation qui gagne 4% encore cette semaine, on est à pratiquement plus de 20 depuis le début de l'année. Comme je l'ai évoqué, on a toujours un trend favorable au secteur de l'aéronautique défense. En plus, on a eu l'annonce d'achats qui ont été approuvés par l'Inde pour 114 Rafales. Et comme je l'évoquais un peu plus tôt, Dassault Aviation a dépassé désormais la capitalisation de Dassault Systèmes. Enfin, pour terminer le podium des plus fortes contributions, Valeo, équipementier automobile, qui gagne lui encore 6,5%. Et on observe un mouvement assez général de rebond du secteur automobile au cours de la semaine passée. Et depuis le début de l'année, les équipementiers automobiles se portent bien, puisque, par exemple, Valeo est à plus 14,5% year to date. On passe maintenant au small et mid. Pour commencer, le CAC Mid and Small qui gagne 1,1%, près de 60% de valeur en hausse. Et quelques fortes contributions, et en particulier un secteur de la santé qui a soutenu l'indice. Dans un secteur de la santé au sens large, puisqu'il y a à la fois il y a les labos un peu qu'on peut présenter comme historiques, comme Ipsen, qui gagne 13,7% sur la semaine à la suite de résultats annuels supérieurs aux attentes, à la fois en termes de croissance, puisqu'on a une croissance organique de 11% contre 10% en termes de guidance, une marge opérationnelle d'activité qui s'améliore de 2,6 points à 35,2%. Le groupe attendait autour de 35%, donc on est en ligne. Et Ipsen table encore sur une croissance de 13% à taux de change constant en 2026. Ces perspectives de croissance soutenues permettent donc au titre de gagner encore 14%, ce qui fait plus 30% depuis le début de l'année. En parallèle, les biotech repartent de l'avant. Abivax progresse de pratiquement 10%, Nanobiotics de pratiquement 16%. Nanobiotics qui a reçu le soutien d'un bureau américain, TD Cowen, qui reste à l'achat. Quant à Abivax, c'est Stifel qui a relevé son target à 142 euros sur la valeur. Toujours dans la tech et la partie hardware qui se porte mieux, eh bien Soitec gagne encore 17%. Le groupe poursuit son rebond spectaculaire depuis le début de l'année, puisqu'on est à 61% year to date. La dernière publication trimestrielle, il y a une dizaine de jours, a confirmé que le point bas a été passé. Le groupe attend à nouveau des croissances en séquentiel. Et ça se traduit dans le cours qui remonte. Autre entre guillemets, recovery, Telsat qui a repris une dizaine de pourcents la semaine passée. Alors là, on a des résultats qui restent en forte, enfin, qui restent négatifs, mais là aussi, le point bas semble passer. Le résultat de la perte opérationnelle s'est quand même réduite à moins 118 millions d'euros contre moins 790. Et on voit qu'il y a un mouvement quand même en Europe favorable au développement
d'un champion des satellites européens afin de réduire la dépendance je dirais aux Américains. Et donc ça se traduit par des mouvements positifs pour Eutelsat. À l'inverse, en bas du classement, eh bien, Eramet chute encore de 12%. Avec le parcours très fort, enfin, la très forte hausse depuis le début de l'année a fait long feu pour Eramet, qui enchaîne les annonces négatives sur le plan de la gouvernance. Après le départ du DG, on a le directeur financier qui, lui, était mis en vacances. Voilà, donc cette crise de gouvernance fait que le titre Eramet n'est plus qu'en hausse de 4% depuis le début de l'année. Il a effacé quasiment la totalité de ses gains depuis le 1er janvier. Du côté des publications, celle de TF1 vendredi matin a été très fraîchement accueillie. Le titre recule de 9,5%. Le ROC était en ligne avec les guidance, mais il est en baisse de 15%. Et les perspectives sont peu attractives, c'est le moins qu'on puisse dire, pour 2026, avec donc une rentabilité opérationnelle qui est attendue à un niveau mid to high single digit en 2026 contre 11% en 2025, donc une pression sur le secteur de la publicité linéaire qui va peser sur la rentabilité de TF1, malgré une valorisation basse ne parvient pas à repartir à la hausse. Enfin, les semaines se suivent et se ressemblent pour les ESN éditeurs de soft qui souffrent toujours d'un désengagement des investisseurs par crainte de l'arrivée, en tout cas des conséquences de l'IA, et ça s'est traduit par une baisse de 10% pour Alten, moins 9,8, moins 7,8 pour Soprasteria, moins 7 pour Atos. On reviendra dessus sur ce secteur quand j'évoquerai la performance de notre buy list, puisque nous restons exposés au secteur des ESN et que nous ne sortons pas encore du train et nous croyons toujours au potentiel de ce secteur, d'autant plus au vu des valorisations actuelles. Euh, pour terminer sur les indices français, un mot du CAC Small qui lui est tout juste à l'équilibre. On a eu plutôt une majorité de valeurs en baisse, près de 55%. Bien, là aussi, le secteur a souffert du mouvement négatif sur le software et les ESN, puisque quand on regarde les plus fortes baisses, on retrouve Infotel, Webstone et OB dans les ESN et dans le conseil, et Planisware, éditeur de soft. Voilà, donc c'est un mouvement, une thématique qui pèse sur l'indice. À l'inverse, comme dans le CAC Mid, la santé, pour l'instant, reste insensible aux craintes de disruption par l'IA. On verra si à un moment ou un autre, il n'y a pas également des craintes sur le secteur, mais en attendant, ça se porte très très bien et on a un mouvement favorable pour les biotech avec Genfit qui regagne 17% après avoir touché un paiement d'étape de la part d'Ipsen. Inventiva qui gagne 5,4%. Et dans une vision plus large du secteur de la santé, deux opérateurs et enfin, qui sont plus c'était plus de services. On a Bastide qui a bondi de 13% à la suite de sa publication du T2 qui reste dynamique puisqu'on a eu une croissance organique de 8% au T2 dans la lignée du T1. Donc le groupe est largement en avance sur ses guidance annuels qui ont été confirmés, mais globalement les guidance annuels impliquent une croissance organique plutôt de l'ordre de 4%. Donc il y a une très forte probabilité qu'on dépasse ces guidance et qu'elles soient revues en hausse au cours de l'année. Euh, on est positif sur le dossier. Je dirais que ce qu'on attend, c'est la capacité du groupe à générer du free cash flow, hein, puisque c'est ça qu'on peut reprocher au dossier je dirais que sur la dynamique de croissance organique. Bastide répond toujours présent. Les marges sont plutôt bien gérées et sous contrôle. Le sujet, c'était la génération de cash. Le bilan a été quand même relativement assaini par des cessions d'actifs, mais il faudrait que le groupe arrive à générer du free cash flow et ne soit pas obligé de céder des actifs pour solidifier son bilan. On verra ça dans les semaines qui viennent à l'occasion de la publication des résultats semestriels. Enfin, Vetoquinol progresse également de près de 5%. Dans la santé animale,
La croissance est là aussi. Vetoquinol a publié un T4 en hausse de 4,5% en organique il y a 15 jours, confirmant que, enfin, montrant une accélération de sa croissance. Et c'était je dirais dans la tendance favorable qu'avait montré Virbac. Et donc, Virbac, lui, a connu un très bon parcours depuis plusieurs mois. Et Toquinol était un peu en retard et la valorisation commence à remonter sur Vetoquinol au regard de cette bonne croissance au T4, avec des marges qui devraient être très bien orientées. Et si Vetoquinol confirme sur le prochain trimestre ce regain de croissance, la revalorisation devrait se poursuivre. Sur les baisses du CAC Small, j'ai déjà évoqué le repli généralisé pour le secteur de la tech. Il faudra noter également la baisse de Maison du Monde qui poursuit sa descente aux enfers après un T4 qui a été décevant en décroissance et l'abandon de son objectif de free cash flow. Vendredi, on a appris dans le secteur que le repreneur potentiel d'Alinea avait jeté l'éponge. Si on veut voir le verre à moitié plein, c'est un concurrent pour Maison du Monde qui disparaît. Bon, ça traduit quand même aussi une grande difficulté pour le secteur du meuble et en tout cas de la distribution physique qui continue de perdre des parts de marché. Les dernières publications de vente unique confirment que les acteurs du e-commerce gagnent des parts de marché dans ce secteur. Enfin, Beneteau a reculé également. Beneteau qui a publié son chiffre d'affaires du quatrième trimestre il y a une semaine, quatrième trimestre qui était en repli de 8%, moins 6,5% en organique, alors qu'on attendait globalement une stabilisation du chiffre d'affaires. Alors, le groupe a notamment justifié la baisse par un retard et des délais de dédouanement aux US qui ont coûté à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est l'essentiel de l'écart entre cette baisse de 6,5 en organique et une quasi-stabilité. Bon, on peut penser également qu'il y a eu des livraisons qui n'ont pas vraiment été, qui ont pris un peu plus de retard, ce qui est pas étonnant parce que le décembre, c'est pas une période très optimale pour les livraisons de nouveaux bateaux. Le point positif, c'est que le groupe a confirmé le retour de la croissance, un retour de la croissance qui devrait être assez marqué au S1. Il faut dire qu'il y aura des effets de base très favorables avec la fin du déstockage chez les concessionnaires et donc ce décalage de livraison lié au problème de dédouanement aux US. Ce qui fait que mécaniquement, je dirais avec un marché, enfin des ventes finales à peu près équivalentes, on devrait avoir une croissance de 10% du chiffre d'affaires chez Beneteau. Voilà, donc il faut quand même voir que le momentum s'améliore, mais de manière plus globale, nous, on attend un peu plus de visibilité sur l'évolution du business avec la gestion des marques qui ne paraît pas encore vraiment optimale, avec beaucoup de marques et un positionnement qui n'est pas toujours évident. Et il faut dire qu'il y a également un gros travail sur les marges, puisque Beneteau reste en perte opérationnelle sur 2025. Donc, dans le secteur, on préférera quand même largement Fontaine-Pajot, voire Katana, qui sont sur des segments plus porteurs à la fois du haut de gamme et du catamaran, qui tirent beaucoup mieux leur épingle du jeu que les bateaux à moteur d'entrée de gamme. Pour terminer, un mot sur les évolutions hors indice. En hausse, on notera une très bonne performance de deux CRSI qui gagnent encore 10,5%. Le groupe a publié il y a une quinzaine de jours un chiffre d'affaires en forte hausse. Il continue de surfer sur la demande très forte en data center dédié à l'IA. Et on peut penser que le mouvement n'est pas terminé. Et on retrouve également hors indice le secteur de la santé et au-delà des biotech, c'est dans les EHPAD, Helena Santé a gagné 7,4%. Le groupe a dépassé les attentes au quatrième trimestre avec sur l'année 8% en organique contre 7% visé. En termes de baisse, là aussi, un mouvement très négatif pour les softs. Claranova qui chute de 29%. Claranova qui a quitté Euronext et a intégré Euronext Growth la semaine passée et a publié un chiffre d'affaires à moins 9% au S1, donc une déception. SideTrade et Streamwide n'ont pas publié mais ont perdu près de 11 à 12%. C'est également le cas de 74 Software. Et de Lectra qui a perdu 11%. Après, lui, la publication de résultats annuels 2025 en baisse et de perspectives assez moroses.
enfin neurones dans les ESN, le tarif un peu habituel, moins 10%, en dépit de résultats annuels, enfin de résultats T4 qui étaient en ligne avec les attentes, enfin un chiffre d'affaires qui était en ligne avec les attentes, un objectif de marge qui a été revu en hausse, puisqu'on atterrira au-delà des 8% prévus initialement. Et une dynamique au T4 qui a été plutôt meilleure que sur les trimestres précédents, à plus 6% en organique, ce qui laisse espérer une tendance assez favorable début 2026. Rapidement, un mot sur Eurostock Small qui a cédé 0,7% avec le sud de l'Europe, l'IBEX et l'indice italien qui sont en repli. Euh, et, euh, et finalement des valeurs allemandes qui ont également connu une performance très négative. Pardon, l'IBEX était en hausse de 2%, autant pour moi. C'est le MDAX qui a reculé de 1,7%. Mais comme on le verra plus bas, il y a quelques valeurs allemandes qui ont connu des nettes corrections. On peut penser à Bertele qui a cédé 14%. C'était qui distribue qui vend des PC et systèmes globalement de serveurs et qui a enregistré un bon T4, mais qui voit ses perspectives être assez moroses avec une forte pression sur les prix qui devrait se traduire par beaucoup moindre croissance au premier semestre. TUI, spécialiste du tourisme qui s'est également replié après pourtant un premier trimestre qui était bon en termes de résultats, mais il y a des prises de commandes qui ont été très mitigées dans la partie Markets and Airlines. Enfin, Interpump, vendredi, groupe italien, spécialiste des pompes haute pression, a chuté de 16%. En hausse, InPost, spécialiste des livraisons et du transport logistique, qui a bondi de 15% après la finalisation, en tout cas, de l'OPA. On a eu enfin les détails qui ont été révélés avec la présence dans le consortium qui rachète le groupe du géant FedEx, qui s'est joint au fonds d'investissement Advent. euh, et au management pour retirer donc InPost de la cote. Voilà pour les principales évolutions. Un mot de la performance de Bylist qui reste très fortement pénalisée par la présence de SN en son sein. On a une balise qui recule de 1,6% sur la semaine. Finalement, désormais, la performance est de l'ordre de 1,6%, donc en ligne avec le CAC Mid Small et les autres indices français. Alten a donc baissé de moins 9,8%, Infotel moins 10,7%, ce qui pèse fortement sur l'indice. On a réduit un peu l'exposition en sortant Sword de notre buy list. On a fait entrer Delta Plus, spécialiste des équipements de protection individuelle. Pourquoi intégrer Delta Plus? C'était pour des raisons sectorielles et au vu des dernières publications de Manitou, d'Exaome notamment, on observe une reprise du secteur de la construction en France et en Europe plus globalement. Et on pense que ça devrait permettre à Delta Plus de renouer avec la croissance. Alors, ça ne s'est pas vérifié au T4, puisque Delta Plus, la semaine passée, a publié un quatrième trimestre en repli, qui est quand même une déception après un T3 qui était meilleur. Il y a notamment en France, un T4 qui était décevant. Nous, on pense quand même en tout cas au S2, il y aura une dynamique qui devrait être bien meilleure au vu de la reprise du secteur en France, des investissements et du plan d'investissement en Allemagne qui doit se traduire en termes de retour de la croissance en Allemagne. On parle de progression de 1% du PIB après 2 années flat. Et hors de l'Europe, on pense que la dynamique devrait être un peu meilleure également pour Delta Plus. C'est un groupe qui est très bien géré et la valorisation est quand même historiquement basse sur Delta Plus. Donc, on pense qu'il y a du potentiel en dépit de ce T4 qui était un peu décevant. Le titre a gagné un peu plus de 5% sur la semaine puisque on a vu également que Porzampar avait intégré la valeur dans sa liste juste après nous.
Voilà, sur les ESN, je ne vais pas redire ce que j'avais dit la semaine passée, mais on pense toujours qu'à ces niveaux de valorisation, il faut rester positionné sur un secteur qui va connaître une très forte volatilité, euh, mais qui, à court terme et à moyen terme, va bénéficier de l'IA. Il y a énormément de projets et il faudra intégrer ces nouveaux outils. Ils vont pas tourner tout seuls et on aura besoin de la partie, les compétences et du métier des acteurs des ESN. Et pour également, il y a quand même une très forte, il y aura une gestion du changement qui sera importante. Et tout ça, il faudra faire appel à des spécialistes comme les ESN. Et avec Alten, Infotel et Nagaro, on pense qu'on a des acteurs qui en plus sont bien gérés et qui sont en mesure de garder une rentabilité très satisfaisante. On notera également dans notre buy list le repli de 6,1% de Fountain Pajot qui a pâti de la publication très mitigée de Beneteau. Euh, il faut avoir en tête quand même que la publication de Beneteau a été marquée par une nette reprise des prises de commande, hein. On est à une croissance de plus de 20% des prises de commande alors, sur l'année 2025 par rapport à 2024. Alors à des niveaux qui restent assez bas puisque 2024 était très mauvais, mais il y a quand même l'inflexion de tendance qui est là. Le salon de Düsseldorf a été jugé positif par près tous les acteurs du marché. Et le salon de Miami se tenait la semaine passée. On va essayer d'avoir dans la semaine un retour des acteurs du secteur pour avoir justement leur ressenti sur ce salon qui est important pour voir la tendance aux États-Unis. Euh, voilà pour notre buy list. Sur les publications de la semaine passée, j'en ai déjà évoqué la plupart. Euh, Encore une fois, le bilan a été confirmé hein, par les dernières publications. La croissance est de retour, malgré les légères déceptions, par exemple sur Beneteau ou Delta Plus, dont l'activité s'est repliée. On a des sociétés qui retrouvent la croissance comme Exaome, comme Olot qui est aussi lié au secteur de la construction et qui affiche plus 2 en publié et plus 6 en organique. Olot, c'est un dossier qui est quand même, à nos yeux, encore très compliqué compte tenu de l'endettement de la société. Mais sur le plan sectoriel, on voit que le point bas a été certainement passé et le groupe attend de la croissance en 2026. Voilà pour les principales publications. Un mot sur Relais, la société finlandaise qu'on avait conseillée en octobre dernier, qui a publié, enfin, qui a ouais, publié ses résultats annuels, qui a déçu, hein. Alors, il n'y a pas de déçu sur le chiffre d'affaires qui est en baisse de 1% en organique, alors qu'on attendait -3, donc là, il y a pas de déception. Euh, Néanmoins, la MOC à 10% a baissé de 1,4 points. Alors, c'est en ligne avec nos estimations, mais l'EBITDA en pro forma est un peu sous nos attentes. Le RN a baissé de 15% en lien avec quelques dépréciations. Bon, on reste positif sur le dossier parce que ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a toujours du potentiel de croissance externe et de build-up dans le secteur avec des valorisations assez faibles qui sont créatrices de valeur à moyen terme. À court terme, ça s'est passé un peu moins bien que prévu, mais la valorisation reste intéressante sur Relais. Et on va continuer à suivre le dossier dans les prochains mois. Cette semaine, l'actualité est beaucoup moins dense. On aura le chiffre d'affaires T1 de Plastivaloir. On attend un léger repli en organique. Le titre a plutôt bien fonctionné depuis le début de l'année. Nous, on reste assez prudent compte tenu de l'endettement. Mais ce sera intéressant de voir la dynamique du secteur alors que les grands équipementiers comme Valeo, ou Forvia ou Plastic Omnium se portent bien depuis là aussi le début de l'année. Enfin, publication de Bourse Direct également en fin de semaine. Et les publications annuelles de résultats pour les small et mid vont surtout accélérer à partir de la semaine suivante, avec des publications notamment de Lilly dans l'aéronautique, dont on attend de très bons résultats. Voilà pour ce point hebdomadaire avec encore une fois une actualité assez dense la semaine passée et toujours
il y a des performances assez volatiles selon les secteurs, avec les craintes de disruption de l'IA qui touchent au tour à tour de nombreux segments de la cote. On est évidemment à votre disposition si vous avez des questions ce matin tout au long de la semaine. Évidemment, n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez je dirais, évoquer des valeurs plus spécifiquement. Mais je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Pour l'instant, les marchés sont très stables en ce début de semaine, même si on voit qu'un acteur comme Dassault Systèmes continue sa chute avec encore moins 6% ce matin. Bien, bonne semaine à vous tous. Bonne semaine à ceux qui nous réécouteront qui nous auront écoutés sur notre chaîne YouTube. Et on vous dit à lundi prochain pour un nouveau point sur l'actualité et les perspectives des small et mid cap françaises et européennes. Merci à vous pour votre présence.